Elle a réussi. Cette histoire est arrivée quand j'étais à l'université. J'avais 20 ans à l'époque. Je révisais pour un examen en biologie. Ou du moins, jusqu'à ce que ma coloc fonce dans ma chambre. Elle ne criait pas, mais je pouvais voir à son excitation qu'elle était ivre. J'ai levé les yeux au ciel en soupirant. J'avais perdu toute concentration maintenant. Mais bon, ce n'était pas grave. Je m'étais habituée à son comportement. C'était une fêtarde et moi, eh bien, une antello. J'ai essayé de reprendre le fil, mais elle m'a caressé le dos en rigolant, avant de me dire « Allons, Jasmine, à chaque fois que je te vois, t'es en train de lire un bouquin. » J'ai soupiré avant de lui répondre. Et à chaque fois que je te vois, tu pues l'alcool et le vomi. Elle a froncé les sourcils. Et si je te disais que je te laisserais tranquille toute la semaine si tu venais avec moi à une soirée demain? Je voulais répondre non, mais j'y ai finalement réfléchi. Je veux dire, c'est vrai que je travaille toujours très dur. Et en plus, elle nous foncerait plus dans ma chambre comme ça de toute la semaine. Ce serait génial, j'ai pensé. J'ai donc hoché la tête et j'ai continué à lire. On se préparait. Ça faisait une éternité que je ne m'étais pas bien habillée. J'étais donc plutôt excitée. La soirée était bruyante et pleine de gens complètement saouls, sautant et dansant. La soirée se déroulait dans une espèce de sous-sol très spacieux, comme un hangar. Je ne vais pas mentir, j'ai bu, un peu. Je n'étais pas saoule, mais j'étais définitivement éméchée. Alors que ma vue se brouillait, ce type est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Il était plutôt séduisant et ne semblait pas ivre. Nous avons échangé nos noms et fait un peu connaissance. Je me souviens qu'il avait des cheveux rouges flamboyants et des yeux bleus. Il était blanc et mesurait dans les 1,80 m. Son nom était Luc. Nous avons ri et nous avons parlé d'études, de bouquins, de choses comme ça. Après environ une demi-heure de discussion, il m'a dit qu'il allait se chercher à boire et m'a demandé si je voulais quelque chose. Je lui ai répondu pourquoi pas, ça ne me ferait pas de mal. Merci, madame. Il est donc revenu avec des boissons. Et la chose suivante dont je me souviens était que nous nous embrassions sur le canapé. C'était tellement rapide. Puis il m'a demandé si je voulais rentrer avec lui, ce que j'ai poliment refusé. Je savais déjà ce qu'il voulait, et en plus, je devais aller en cours tôt le lendemain. Mais il a insisté, disant que nous allions bien nous amuser. Je me souviens qu'il n'arrêtait pas de répéter ça, mais il a fini par abandonner quand il a compris que je ne viendrais pas avec lui. Allô? Son expression a changé, reflétant sa colère, Lui, et il m'a donné un papier avec son numéro dessus, me disant de l'appeler si je changeais d'avis. Il s'est penché sur moi et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, puis s'est levé et est parti. Le reste de la nuit était un trou noir. Le lendemain, je me suis réveillée dans ma chambre, sur mon lit à côté de celui de ma coloc qui ronflait. En me levant pour prendre une douche, un papier est tombé de ma poche. C'était le numéro du gars de la veille, mais j'avais des choses plus importantes à faire. J'ai pris une douche et je suis allée réviser. Je me souviens que j'étais en train de lire lorsque je me suis soudainement sentie mal. Je me suis réveillée dans un lit avec des policiers et des infirmières parlant à côté de moi. Il s'est avéré que j'avais fait une sévère allergie, qui ne pouvait être causée que par de la salive ou des fluides corporels provenant de corps pourrissants, ce qui était très surprenant pour moi. Je n'avais pas été en contact avec des cadavres. Puis je me suis souvenu du type de la soirée. J'en ai parlé au policier et je lui ai donné son numéro. Après quelques semaines, mes allergies sont passées et j'ai pu reprendre une vie normale. J'étais en cours lorsque mon téléphone a sonné. J'ai répondu et c'était la police. Ils avaient retrouvé le type de la soirée. Il avait 2 cadavres de femmes dans son appartement qu'il avait mangé. Elle devait être là depuis des mois. Je me suis mise à trembler. L'idée que j'avais embrassé quelqu'un qui mangeait de la chair humaine était insupportable. Ou pire encore, et si j'avais accepté d'aller chez lui, j'aurais pu être un de ces cadavres. Avec moi, ne me pousse pas à m'énerver ce matin. Tu as compris, hein? Tu as compris, hein? Voilà, sinon, ça sera peut-être... Non, tu sais. D'abord, viens démolir tout ce que tu as fait. Quand Ethan avait 17 ans, il n'avait pas le permis de conduire. La plupart du temps, il marchait ou faisait du stop. Cette nuit-là en particulier, il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Il faisait très froid. Mais au bout d'un moment, quelqu'un a fini par passer. Il s'est arrêté devant lui et a baissé la vitre. Ethan s'est penché à regarder à l'intérieur. En voyant l'homme, il s'est dit qu'il n'aurait aucun mal à le maîtriser s'il tentait quelque chose. Il était maigre, creusé, et avait une expression étrange, même s'il paraissait tout de même en bonne santé. Les deux se sont mis d'accord sur la destination, et Ethan est monté dans la voiture. Ils ont échangé leurs prénoms et quelques banalités. Ils parlaient doucement, demandant à l'adolescent s'il était du coin et si ça lui plaisait. Il disait qu'il n'était là que depuis quelques mois, mais qu'il trouvait la région très belle et qu'il espérait y trouver le bonheur. Ethan a trouvé cette remarque étrange, mais il n'y a pas accordé d'importance.
Il a soudainement commencé à neiger et la route est rapidement devenue glissante. L'homme a donc ralenti et a gardé son regard sur la route, en silence. Ça ne dérangeait pas Ethan, il n'était pas bavard de toute façon. 10 minutes plus tard, il a remarqué qu'une voiture devant eux zigzaguait dangereusement. Il lui a donc crié « Attention !» L'homme a immédiatement accéléré. Il n'était pas bavard de toute façon. 10 minutes plus tard, il a remarqué qu'une voiture devant eux zigzaguait dangereusement. Il lui a donc crié « Attention !» L'homme a immédiatement accéléré, fonçant sur la route à grande vitesse. Il lui a lancé « Ne me crie plus jamais dessus !» Inutile de préciser qu'Ethan était stupéfait par sa réaction. Il lui a dit « C'est bon, je suis presque arrivé. Vous pouvez vous arrêter là. » L'homme n'a pas eu l'air de l'entendre. Alors il a répété « Richard, vous avez entendu ? Vous pouvez vous arrêter ici et me laisser partir. » Aucune réponse. Il fixait la route devant lui, roulant de plus en plus vite. Il n'y avait pas de mots pour décrire la peur atroce qu'a ressentie Ethan à ce moment-là. Il ne savait pas s'il devait se taire ou dire quelque chose. Mais il était certain qu'il n'allait pas lui crier dessus après son éclat de colère. Après quelques instants, Richard a commencé à marmonner dans sa barbe. Ethan n'arrivait pas à entendre ce qu'il disait, mais il a supposé qu'il s'adressait à lui. Il a donc dit « Pardon, je n'ai pas entendu ». L'homme a alors commencé à parler très vite, disant des choses que « Tu me cries toujours dessus. Je t'ai dit encore et encore de ne pas me crier dessus. Je ne l'apprécie pas, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. » Ethan s'est contenté de le regarder, complètement perdu. Il ne savait pas comment réagir, ni même s'il devait réagir. Il a envisagé de sauter de la voiture, mais il a vite laissé tomber quand il a vu que le verrou de la portière était manquant. Il ne pourrait donc pas l'ouvrir. Il a commencé à pleurer, se demandant s'il devait causer un accident en attrapant le volant et en priant. Quand Richard l'a soudainement regardé pour la première fois depuis qu'il était monté dans la voiture, il a cligné plusieurs fois des yeux, puis a ralenti la voiture, s'arrêtant dans une station-service. Ethan a attendu qu'il ouvre les portières. Il ne pouvait pas lui demander et risquer qu'il s'énerve. Après une minute ou deux, Richard a dit « Je pense que je ferais mieux de te laisser partir », tout en appuyant sur le bouton pour déverrouiller les portières. Ethan n'a pas hésité. Il a sauté hors de la voiture comme si elle était en feu. Il était sur le point d'entrer dans la station-service lorsque l'homme l'a appelé. Il avait l'air tellement triste qu'Ethan a hésité. Il lui a dit qu'il était désolé s'il lui a fait peur, qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Il lui a également demandé s'il arriverait à rentrer tout seul. Ethan a répondu que oui et a fermé la portière. Richard a démarré et a commencé à s'éloigner avant de s'arrêter soudainement. Il est resté dans sa voiture, tête baissée. Ethan s'est figé, se demandant ce qu'il était en train de faire. Il était sur le point de courir lorsque la vitre s'est baissée et Richard a sorti son bras, agitant quelque chose. C'était la casquette de l'adolescent qu'il avait oubliée. Il s'est lentement approché de la voiture et l'homme la lui a tendue, s'excusant à nous. Ethan ne savait pas quoi répondre. Il l'a donc juste remercié. Il l'a regardé s'éloigner pour s'assurer qu'il était bien hors de vue avant de marcher, pour qu'il ne sache pas quelle direction il avait prise. En marchant, il a voulu remettre sa casquette et un papier en est tombé. Dans ce papier, il y avait un billet de $100. C'était un mot qui disait « Je suis désolé. Prends un taxi s'il te plaît et ne fais plus de stop pour cette nuit. » Ethan a suivi son conseil. En fait, il n'a plus jamais fait de stop de sa vie depuis ce jour. Il faut avoir du respect pour moi. Moi, le respect, c'est plus important que tout. J'ai pas besoin de ça pour te donner l'argent, moi. C'était le 1er avril 2000. Moi, je t'ai enregistré, hein. Il regardait la télé chez lui quand il a soudainement entendu un gros coup dans la porte arrière. Il ne savait pas ce que c'était. Il s'est dit que c'était sûrement un raton laveur. Il n'a donc pas bougé. Et soudainement, quelqu'un a murmuré à son oreille. Il s'est retourné pour voir qui était là, mais il n'y avait personne. Il est sorti et a crié « Qui est là ?» Il est rentré, et c'est là qu'il l'a vu. Un homme avec un masque de lapin, tenant un couteau de cuisine. Il a couru à la cuisine prendre un couteau et allumer la lumière. L'homme a enlevé son masque, et c'était en fait son ami Fred. Eric était tellement soulagé. Son ami a crié « Poisson d'avril !» Eric lui a demandé comment il avait réussi à aller aussi loin après lui avoir chuchoté à l'oreille. Mais Fred avait l'air confus. À sa grande surprise, son ami lui a dit qu'il n'avait jamais chuchoté à son oreille. C'est là qu'Eric a su que quelque chose était chez lui. Il a dit à Fred de se cacher et d'appeler la police. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un homme aux longs cheveux noirs essayant de cambrioler la maison. Il avait un pistolet et un couteau. C'était un prisonnier qui s'était échappé il y a quelques jours.
Léo était un utilisateur régulier de Tinder il y a quelques années. À chaque fois qu'il allait quelque part, il mettait à jour sa position et regardait les nouveaux profils. Mais il a fini par se lasser et il est passé à Instagram. Oui, il savait très bien que les deux applications étaient très différentes, mais ça lui importait peu. Un jour, une fille a commencé à commenter toutes les photos de ses amis, puis les siennes. Ses amis lui répondaient, c'était donc une vraie personne. Léo est allé voir son profil, et elle avait plus d'abonnés que d'abonnements, c'était rassurant. Il lui a envoyé un message, sans grand espoir qu'elle réponde. Mais à sa grande surprise, elle a répondu. Ils ont discuté pendant 2 ou 3 semaines, avant de se déclarer en couple. Elle était jolie, diplômée, et avait un bon travail. Léo avait l'impression qu'elle était trop bien pour lui et trop parfaite. Elle postait de nouvelles photos tous les jours, et il a fini par en parler à ses amis, qui ont été plutôt jaloux, à l'exception de son ami Ryan, qui lui a dit qu'il était stupide d'y croire alors qu'il ne l'avait jamais vu. Elle l'a invité à manger pour lui montrer ses talents culinaires, et Ryan lui a vivement déconseillé d'y aller. Ses autres amis étaient plus optimistes, et ils lui ont souhaité bonne chance en rigolant. Léo a décidé d'y aller, malgré l'insistance de Ryan. Le GPS indiquait qu'elle habitait à 1 heure de route. Quand Léo avait commencé à lui parler, elle lui avait dit qu'elle vivait dans un quartier chic. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu que c'était loin d'être la vérité. Lorsqu'il s'est arrêté à un feu, 2 hommes se sont avancés vers lui et lui ont demandé ce qu'il faisait là. Mais il a très vite redémarré et s'est dirigé vers la maison. C'était un duplex. Il lui a envoyé un message et il lui a demandé de monter, ce qu'il a fait. Il était alors 21 heures. Il a frappé à la porte, très excité de la voir. La porte s'est ouverte, et à sa grande surprise, c'était un homme chauve avec une barbe mal entretenue et des tatouages partout sur le corps qui a ouvert. Il lui a demandé si Lisa était là, et il a répondu « Ouais, entre ». Dès qu'il est entré, il a été frappé par une odeur absolument nauséabonde de nourriture pourrie. L'homme lui a dit de s'asseoir, et s'est installé en face de lui dans un fauteuil. Il lui a dit qu'elle arriverait bientôt. Il lui a demandé s'il voulait quelque chose à boire, et Léo a répondu oui. Il a écrit à Lisa pour lui demander de venir, et elle a aussitôt répondu oui. L'homme est revenu avec 2 verres de jus, un pour son invité et un pour lui-même. Léo a remarqué qu'il avait posé un téléphone à côté de lui. Il a donc fait semblant de salir sa chemise pour lui demander de quoi essuyer. L'homme s'est levé en laissant son téléphone comme Léo l'espérait. Il s'est donc dépêché d'écrire à nouveau à Lisa. Avec horreur, il a entendu le téléphone vibrer. Il s'est approché pour regarder l'écran, et il a vu son propre message. L'homme est revenu avec une serviette puis s'est rassis. 1 minute est passée, puis le téléphone a vibré à nouveau à cause de la notification. Il a regardé le téléphone, Léo aussi, puis ils se sont regardés. Le jeune homme ne savait pas quoi faire. L'homme a pris son téléphone et lui a dit « Je suppose que t'as compris ». Puis, sans prévenir, il a plongé vers lui, essayant de l'attraper. Sans réfléchir, Léo lui a donné un coup de poing, et l'homme est tombé par terre. Il en a profité pour sortir de là en courant sans regarder derrière lui. Il a appelé la police, et quand ils sont arrivés, le type était toujours à terre. Après cette mésaventure, Léo n'a plus jamais accepté de rendez-vous avec des personnes rencontrées en ligne. Je m'appelle Magda et j'ai 26 ans. Je travaille dans un bureau en ville. Les week-ends, j'adorais m'éloigner du bruit et de l'agitation en allant à la campagne. Heureusement, j'ai un chalet dans un petit village situé juste au bord d'une forêt. J'aimais tellement quitter la ville et y aller. C'était mon moment préféré de la semaine. Pourquoi j'ai arrêté de le faire? Eh bien, je vais vous le raconter. Après une dure semaine au travail, j'avais besoin de me reposer. J'ai donc décidé de partir. Je suis rentrée chez moi, fait mes valises, chargé la voiture et je suis partie. Quand je suis arrivée au village, il était tard et j'étais épuisée par le trajet. Je suis allée directement me coucher et j'ai rapidement sombré dans le sommeil. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par l'alarme de ma voiture. J'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait personne dehors. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai appuyé sur le bouton pour stopper l'alarme et retrouver le calme. Je me suis rallongée et j'ai essayé de me rendormir. Mais soudainement, l'alarme s'est de nouveau déclenchée. Je n'avais pas envie de me lever. J'ai juste pris mes clés pour appuyer encore une fois sur le bouton. Le calme est revenu. Mais 5 minutes plus tard, l'alarme s'est déclenchée une 3e fois. Ça aurait pu être un accident 1 fois ou 2, mais pas 3. Je me demandais ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un me jouait des tours au milieu de la nuit? Je me suis levée à nouveau et j'ai appuyé sur le bouton pour éteindre l'alarme.
Mais cette fois-ci, je ne suis pas partie. Je suis restée près de la fenêtre et j'ai observé. Quelques minutes plus tard, j'ai vu quelque chose à la lumière de la lune. Une ombre a émergé des buissons et s'est lentement approchée de ma voiture. Je pouvais à peine distinguer sa forme. C'était quelque chose de grand, mince et noir. La silhouette a tendu ses longs bras maigres et a tapé la voiture. L'alarme s'est de nouveau déclenchée et aussi rapide que l'éclair, la silhouette a battu en retraite vers les buissons. C'est là que j'ai réalisé ce qui était en train de se passer et j'ai commencé à trembler de peur. J'ai arrêté l'alarme et j'ai continué à observer. La chose a de nouveau émergé des buissons, a couru discrètement jusqu'au portail, a tendu le bras et a retiré le loquet le maintenant fermé. J'étais paralysée de terreur, incapable de bouger. J'étais submergée par des pensées paniquées. Qu'était cette chose? Qu'est-ce qu'elle me voulait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle partirait? Un frisson glacé m'a parcouru le corps, de la tête aux pieds. Ma bouche était sèche et mon cœur s'emballait. J'étais tellement tendue que j'avais les dents et les poings serrés sans m'en rendre compte. J'ai fini par reprendre le contrôle et j'ai couru aussi vite que je le pouvais au rez-de-chaussée. Je voulais trouver quelque chose que je pourrais utiliser pour me défendre. Mais au moment où j'allais allumer les lumières, je me suis soudainement figée. La silhouette sombre était à la fenêtre. Elle se pressait contre la vitre, regardant partout, cherchant à voir s'il y avait quelqu'un. J'ai immédiatement plongé derrière le canapé et je me suis cachée. C'est là que j'ai compris ce que la chose faisait avec la voiture. Elle essayait d'attirer sa victime à l'extérieur. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de son visage hideux. Sa peau était couleur cendre et était couverte de rides. Ses yeux étaient petits, brillants et complètement noirs. Au lieu d'un nez, il y avait 2 trous déchiquetés. Il n'y avait pas de lèvres, juste 2 rangées de dents jaunes acérées. Sa respiration était tellement lourde et épaisse qu'elle couvrait la fenêtre de buée. Je savais que cette chose n'allait pas partir. Après être restée devant la fenêtre pendant un moment, j'ai entendu un bruissement alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. Je l'ai observée essayer de passer ses doigts à travers la fente sous la porte. La poignée a commencé à tourner violemment. La créature a émis un son glaçant qui n'avait rien à voir avec une voix humaine. C'était un grognement bestial profond, comme celui d'un chien en colère. Je savais que si elle m'entendait, elle chercherait par tous les moyens à entrer dans le chalet. Je me suis recroquevillée derrière le canapé, me cachant dans les ombres et essayant désespérément de ne faire aucun bruit. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, contre ma volonté. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. Je tremblais comme une feuille, attendant que ça s'arrête. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée là. J'avais dû perdre conscience. Quand je me suis réveillée et que j'ai regardé par la fenêtre, la créature était partie. La porte tenait toujours, et tout semblait sûr. Je ne m'étais jamais sentie aussi soulagée de toute ma vie. J'ai couru à l'étage et j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait jour, et il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Profitant du calme, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru à ma voiture, sans même m'arrêter pour prendre mes affaires. J'ai sauté à l'intérieur, verrouillé les portières et je suis partie de là aussi vite que possible. J'ai conduit d'une traite jusqu'à la ville. Quand je suis retournée dans mon appartement, j'ai allumé la radio et je suis tombée sur les infos. L'animateur disait que dans mon village, les corps de 2 filles avaient été découverts. Elles avaient été mutilées et jetées dans un marais. Je suppose que la créature avait trouvé ce qu'elle cherchait. Je me demande ce qui serait arrivé si elle avait réussi à entrer, ou si je n'avais pas pris la décision de partir. Cette histoire est arrivée lorsque Tom était un lycéen de 18 ans. C'était une nuit ordinaire. Son père travaillait la nuit. Ils ont donc décidé de dormir avec leur mère dans la chambre parentale. C'est son petit frère de 15 ans et sa petite sœur de 11 ans. La chambre était une petite pièce carrée qui avait une salle de bain privée. La porte y menant était en face du lit. Tom et son petit frère ont dormi dans le lit, pendant que sa mère et sa sœur dormaient par terre. Avant de dormir, ils ont discuté tous ensemble, puis se sont couchés vers 21h. À 2h du matin, Tom a été réveillé par une sensation étrange. En ouvrant les yeux, son regard est tombé sur la porte de la salle de bain, qui était ouverte. Il y avait une silhouette noire devant, qui ressemblait de manière troublante à son frère. Il était juste debout là, les bras croisés comme s'il le surveillait, mais ses yeux étaient fermés. À ce moment-là, Tom était paralysé de peur. Il ne savait pas pourquoi, mais il craignait que si son frère ouvrait les yeux, il allait voir qu'ils étaient rouges ou injectés de sang. Il a décidé de tourner discrètement la tête pour vérifier si c'était bien son frère. Mais quelle ne fut sa surprise lorsqu'il a vu que son frère était juste à côté de lui,
profondément endormi. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Qui était cette personne? Pourquoi était-elle là? Pourquoi ressemblait-elle trait pour trait à son frère? Tom a essayé de se rendormir et d'ignorer ce qu'il avait vu. Mais quelques minutes plus tard, il a de nouveau ouvert les yeux et a vu que la personne était à présent juste à côté de lui, l'observant de ses yeux fermés. Tom était choqué et terrifié. Il pensait qu'il était en train de faire une crise cardiaque. Il avait l'impression que la chose allait ouvrir ses yeux, ce qui l'a terrorisé et l'a poussé à fermer les siens. Il a fini par s'endormir, et quand il a repris conscience, c'était le matin. Il s'est levé et est allé au salon, où se trouvait sa mère. Il ne savait pas s'il devait lui en parler, mais il a finalement craqué et lui a tout raconté. Il a été choqué quand sa mère lui a répondu qu'elle avait vu l'exacte même chose, et avait assisté à toute la scène. Ils avaient tous les deux vu la même personne qui ressemblait trait pour trait à son frère, comme si c'était son jumeau. Ils ont vécu dans cette maison pendant 2 années supplémentaires, puis ils ont déménagé. C'est là qu'il a raconté à son père ce qui s'était passé cette nuit-là. Il ne l'avait pas fait avant parce que son père n'aimait pas les histoires glauques. Mais à leur grande surprise, il leur a dit qu'ils n'étaient pas les seuls. Il avait aussi vu des choses étranges dans cette maison. Cette histoire est arrivée lorsque j'étais petite. J'étais en plein road trip avec ma famille. Mon frère avait 16 ans à l'époque, et ma demi-sœur en avait 21. Je ne me rappelle pas exactement où nous allions ni où nous avons logé, étant donné que ça date d'il y a 15 ans. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous avions loué un chalet dans un petit village. Il y avait plein de montagnes entourant l'endroit, et il ne devait pas y avoir plus de 20 maisons dans le coin. À côté de notre chalet, il y avait un lac suffisamment grand pour y faire du kayak, et à sa droite, il y avait une petite cabane. Elle paraissait très ancienne, avec un toit mal réparé, et elle était envahie de lierre. Ça peut ne pas sembler effrayant, mais sa porte était grande ouverte. Notre chalet était entouré par une très grande clôture. Nous étions donc en sécurité. Plus tard dans la même journée, mon frère et moi n'avions rien à faire. Nous avons donc décidé d'y jeter un coup d'œil. Gardez à l'esprit que cette histoire se passe en hiver. Il faisait donc nuit beaucoup plus rapidement qu'en été. Nous nous sommes dirigés vers la cabane, et en nous approchant, nous avons remarqué que de la lumière traversait le toit. Ça ne ressemblait pas à la lumière d'un plafonnier, plutôt à celle d'une lampe torche. Nous sommes restés là à regarder la lumière bouger dans la cabane, quand tout à coup, elle a pointé directement sur nous. Mon frère et moi étions pétrifiés de peur. Nous nous sommes regardés sans savoir quoi faire. Nos parents étaient dans le chalet en train de regarder la télé. Ils ne nous auraient donc pas entendus si on avait crié à l'aide. Je n'aime pas tomber dans des clichés, mais mon grand frère est très fort, émotionnellement, physiquement et mentalement. J'étais donc très surprise de le voir trembler de peur. Je pensais qu'il allait me protéger en me disant quoi faire. Mais au lieu de ça, il est juste resté là, aussi paralysé que moi, à regarder droit devant lui alors que la lumière nous aveuglait à travers la cabane, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Soudainement, la lumière s'est éteinte. Un léger soulagement m'a envahi, mais j'avais toujours terriblement peur parce qu'on n'y voyait plus rien après un tel éblouissement. Lorsque nous avons essayé de nous enfuir en faisant demi-tour, nous n'arrivions pas à voir où nous allions. Puis, comme si la situation n'était pas assez désastreuse, nous avons entendu un gros bruissement provenant de la cabane, devenant de plus en plus fort. Nous avons couru aveuglément vers le chalet, le bruit nous poursuivant, toujours plus fort. Puis j'ai entendu une voix creuse derrière nous. J'ai regardé derrière moi avec hésitation. Il y avait un vieil homme à côté de la cabane, tenant une lampe torche dans sa main. Ses mains étaient couvertes par ce qui ressemblait à du sang, et ses cheveux étaient si sales qu'on aurait dit qu'il ne s'était jamais lavé. Sa barbe était dans le même état que ses cheveux. De sa voix rauque, qui nous a dit « Viens ici, petite. J'ai plein de jouets. Tu veux jouer avec moi ?» Avec un sourire terrifiant et des yeux grands ouverts sans ciller. On aurait dit qu'il s'adressait à moi. J'ai crié aussi fort que j'ai pu, et mon frère m'a pris par la main pour m'entraîner avec lui en courant vers le chalet. Nous avons raconté à nos parents l'horreur de ce que nous avons vécu, mais ils ne nous ont pas cru au début tellement ils étaient confus et choqués par la situation. Mais lorsqu'ils ont vu le visage monstrueux de l'homme pressé contre la fenêtre, tenant un couteau ensanglanté dans sa main, ils ont crié d'horreur et ont immédiatement appelé la police. Ils étaient juste à côté car c'était un petit village. Mais l'homme, en entendant les sirènes, a couru vers la cabane. Et malheureusement, ils n'ont jamais pu l'attraper. Ils nous ont demandé à quoi il ressemblait et ce qu'il nous avait dit. Car une fille qui me ressemblait avait été brutalement assassinée le mois précédent par ce même homme. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé s'il nous avait rattrapés, ou si la police n'était pas arrivée à temps. J'ai peur des cabanes depuis, et je ne m'en approche plus jamais. Je n'ai rien vécu de similaire depuis, mais j'espère vraiment que cet homme finira derrière les barreaux,
car cette expérience m'a traumatisée à vie. Mais tu fais pour la chose, débarrasse. Un jour, lorsque Tim avait 6 ou 7 ans, sa mère devait aller au récital de sa grande sœur et son père était au travail. C'était un pilote. Sa mère l'a donc déposé, lui et son grand frère âgé de 12 ans à l'époque, chez la babysitter, qui habitait à quelques pâtés de maison de chez eux. La babysitter, que nous allons appeler Bev, avait 19 ans, et selon Tim, c'était la meilleure babysitter au monde. Elle les laissait jouer à des jeux vidéo et regarder la télé tard le soir, tant qu'il ne la dérangeait pas quand elle était au téléphone. Ils regardaient la télé, lorsqu'ils ont soudainement entendu quelque chose gratter la façade de la maison. Ils ont pensé que c'était un animal errant. Ils ont donc reporté leur attention sur la télé. Environ 1 heure plus tard, Bev a couru à la porte d'entrée pour la verrouiller, puis a fermé tous les stores des fenêtres. Tim et son frère étaient curieux mais aussi très inquiets. Ils ont fini par fondre en larmes de peur. Bev les a rassurés du mieux qu'elle pouvait, leur disant que c'était juste un petit curieux. Elle les a ensuite emmenés à l'étage, dans la chambre de ses parents, en prenant avec elle la console de jeu. Elle leur a demandé de jouer en silence et de ne toucher à rien d'autre. 1 minute à peine après son départ, les enfants ont entendu un grand bruit de verre brisé dans la pièce entrouvée. Le malade qui les observait avait jeté une brique contre la fenêtre de la chambre d'Amy et avait réussi à s'introduire à l'intérieur. Bev s'est précipitée dans la chambre de ses parents et a dit aux enfants de se cacher dans le placard. Elle leur a dit que c'était pour une partie de cache-cache et qu'ils ne devaient faire aucun bruit. Elle a ensuite fermé les portes et les a verrouillées, laissant Tim et son frère enfermés seuls. Après quelques minutes, les enfants ont entendu un homme dire « Sortez de votre cachette, je vais juste jouer. » Au moment où l'homme allait ouvrir le placard, un bruit d'eau s'est soudainement fait entendre depuis la salle de bain de l'étage. Puis ça s'est arrêté. C'était Bev qui essayait d'attirer l'attention de l'intrus. Elle lui a crié « La police est en route. Tu ferais mieux de dégager de ma maison tout de suite. » L'homme s'est alors mis à courir, au moment même où des sirènes se faisaient entendre au loin. Les enfants, tremblants de peur, ont entendu Bev crier et courir. En fait, la jeune fille avait mis la main sur une batte de baseball et avait rattrapé l'intrus pour lui asséner un coup sur la tête aussi fort qu'elle le pouvait. L'homme est tombé à terre, mais n'a pas tardé à se relever et à pourchasser Bev à l'extérieur. Heureusement, les policiers étaient déjà arrivés et l'ont intercepté dès qu'ils l'ont vu. La mère des enfants est immédiatement venue et a emmené tout le groupe chez elle. Plus tard, elle leur a avoué que l'homme était un délinquant sexuel qui s'était échappé de prison. Dans le rapport, il disait qu'il avait un grand couteau avec lui, ainsi qu'un pistolet. Je suis une fille de 16 ans. Il y a quelques années, en été, j'ai laissé mon chez-moi en centre-ville pour aller rendre visite à ma tante qui habitait dans la banlieue du New Jersey. J'y suis allée surtout pour passer du temps avec ma cousine, appelons-la Kate. Kate et moi avons 3 ans d'écart. Mon oncle et ma tante travaillaient tous les deux à Manhattan. Un jour, ils ont décidé d'aller à une soirée après le travail. Dans la journée, Kate et moi sommes allés chez son ami parce qu'il avait une piscine. Nous avons passé toute la journée à nager. Lorsque nous sommes partis pour rentrer, il était vers 16 heures. Le soleil était encore haut dans le ciel. Kate était sur son téléphone quand il a soudainement arrêté de fonctionner. Pas d'inquiétude, j'avais encore le mien et il était neuf. Nous avons passé encore 1 heure dehors, avant de penser qu'il était temps d'appeler ma tante pour lui dire que tout allait bien. Sur les marches, j'ai sorti mon téléphone, mais il ne marchait pas. Nous avons retiré la batterie et nous l'avons remise, mais il n'y avait toujours rien. Sans moyen d'appeler ma tante, nous sommes juste rentrés. Il était alors environ 17 heures. La grande sœur de Kate, Julie, passait la nuit chez des amis. Nous étions donc seuls. Dans le salon, nous avons mis les 2 canapés face à face, comme nous le faisions toujours quand je venais dormir. Nous étions fatigués et prêts à nous coucher. Ce n'était pas la première fois que nous passions la nuit seuls. Ce n'était donc pas un problème. La maison est grande et l'obscurité y règne. Soudainement, nous avons entendu un gros bruit métallique venant de l'autre côté de la maison. Nous nous sommes levés et nous avons vérifié la chambre de Kate, mais rien n'avait bougé. Nous sommes retournés au salon pour nous recoucher. 2 heures plus tard, nous avons entendu un autre gros bruit venant de la chambre. Nous avons encore une fois vérifié, mais rien n'était tombé. Cette fois-ci, nous étions un peu troublés. Nous sommes retournés au salon, mais avant d'avoir pu nous rallonger, nous avons entendu le bruit une 3e fois, venant de la même chambre. Nous étions effrayés. Nous nous sommes placés de chaque côté de la porte et nous l'avons entrouverte, très tendus et sur nos gardes. Tout était intact. Nous n'arrivions plus à dormir après ça. Nous sommes redressés. Nous avons vu une ombre se diriger vers le sous-sol.
Il n'y avait aucune porte, c'était juste ouvert. Personne n'était encore rentré. Nous avons appelé les parents de Kate, mais s'ils étaient là, ils auraient dit quelque chose. L'allée était vide et leur voiture n'était pas là. Nous étions terrifiés. Kate a attrapé un couteau et nous sommes restés prostrés sur le sol de la cuisine. Rien ne s'est passé. Après une autre heure, nous sommes retournés sur le canapé, mais la voix d'une fille criant à l'aide nous a fait sursauter. Nous nous sommes redressés et nous avons entendu quelqu'un marteler la porte. Nous étions trop pétrifiés pour bouger, car il y avait une autre ombre à côté de la première que nous avions vue. Terrorisés, nous avons vérifié que la porte était verrouillée et nous sommes retournés au salon. Après une demi-heure, nous avons été réveillés à nouveau, mais cette fois-ci par des sirènes de police et une ambulance. Nous étions épuisés et nous nous sommes recouchés. Le matin venu, les parents de Kate sont rentrés. Au même moment, nous avons entendu un énorme bruit venant de la chambre de Kate. Cette fois-ci, mon oncle est descendu dans leur chambre qui était au sous-sol pour récupérer une batte en métal. Il était prêt à nous protéger. Avec mon oncle devant nous, nous sommes tous allés dans la chambre. Rien n'était par terre et rien n'était tombé. Nous n'étions pas folles parce que même les parents de Kate l'ont entendu. Nous n'avons jamais pu expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Le matin même, nos téléphones à Kate et à moi se sont remis à marcher. Depuis ce jour-là, j'ai détesté aller chez eux. Je crois que leur maison est hantée. C'était soit ça, soit quelqu'un essayait d'entrer par effraction en voyant qu'il n'y avait aucune voiture. Lucas avait 11 ans au moment de cette histoire. C'était un horrible souvenir. Il vivait au Texas, mais sa famille a décidé d'aller en Californie pendant l'été de 2015. Il n'allait pas rester longtemps. Sa famille de 6 personnes, y compris Lucas, ont donc séjourné chez sa tante. Une nuit, ses parents sont allés à une soirée, mais les garçons ne voulaient pas y aller. Ils sont donc restés à la maison. Leur cousine est restée avec eux également. Il était environ 18 heures, et leurs parents les ont prévenus qu'ils seraient de retour vers 2 heures du matin. La nouvelle a donné des frissons à Lucas, étant donné qu'il resterait seul dans une maison de 2 étages. Cette histoire est la raison pour laquelle il a peur des grandes maisons. Dès que leurs parents sont partis, ils ont tous décidé d'aller grignoter quelque chose. Ou du moins, ils ont essayé, car les placards étaient vides. Leur cousine leur a demandé s'ils voulaient l'accompagner au magasin. Vu qu'elle avait 19 ans, elle pouvait conduire seule. L'un des frères a dit oui, mais Lucas leur a dit qu'il n'avait pas envie de sortir, même s'il avait faim. Il pensait que ses 2 frères resteraient avec lui étant donné qu'il n'avait que 2 ans de plus que lui. Mais au lieu de cela, ils ont juste haussé les épaules et sont partis sans lui. Il était donc tout seul. 15 minutes plus tard, Lucas était sur le canapé, en train de jouer sur son iPad. Soudainement, il a entendu un bruit venant de l'étage. Il a décidé d'aller voir ce que c'était, mais au moment où il a commencé à grimper les marches, une tasse est tombée dans l'escalier, sans raison. Effrayé, il a couru dans la chambre de son oncle et s'est caché dans le placard. Après 2 minutes de silence, les lumières dans la pièce ont commencé à clignoter. Il pouvait les voir depuis la porte entr'ouverte. Lucas voulait écrire à son frère, mais il s'est rendu compte qu'il avait laissé l'iPad sur le canapé. Quelques instants plus tard, il a entendu un autre bruit venant de l'étage, et c'est ce qui l'a convaincu que l'auteur de ces étranges bruits était définitivement là-bas. Il a décidé de courir hors de la maison, puis aller chez les voisins pour leur demander s'ils pouvaient rester avec eux un petit moment. Mais une fois à l'extérieur, avant de s'éloigner, il a jeté un coup d'œil à la fenêtre de l'étage et a vu une silhouette dans une des pièces. Il pouvait la voir clairement étant donné qu'il n'était que 19 heures. C'était certainement l'une des choses les plus glauques et terrifiantes qu'il ait jamais vues de sa vie. C'était une femme avec une robe noire. Elle était pâle et avait des yeux cerclés de noir. On aurait dit que c'était un maquillage qui avait coulé tellement c'était foncé. Elle ressemblait vaguement à une nonne. Lucas est resté figé, l'observant pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'une voiture s'approche sur le côté, le sortant de sa transe. Il s'est dirigé vers le garage et la voiture s'est garée à l'intérieur. C'était sa cousine avec ses 2 frères. Il était tellement soulagé. Ils lui ont demandé pourquoi il était dehors. Et Lucas a répondu qu'il voulait prendre une photo de la maison depuis l'extérieur. Il ne voulait pas leur dire la vérité, et ils n'ont pas remarqué qu'il n'avait pas son iPad avec lui. Une fois à l'intérieur, Lucas les a suivis à l'étage, traînant derrière eux parce qu'il était toujours effrayé. Mais rien d'autre ne s'est produit. Une autre nuit, aux environs de 22 heures, il pleuvait fort. Lucas voulait voir les éclairs. Il a donc écarté les rideaux pour regarder par la fenêtre. L'extérieur a brièvement été illuminé par les éclairs. Et c'est là qu'il l'a vu à nouveau. La silhouette était dans l'allée des voisins, fixant la maison. Lucas n'a jamais réussi à oublier cette nuit, peu importe à quel point il avait essayé. Parfois,
Lorsqu'il s'amusait, il s'en souvenait à arrêter. Et cette pensée ruinait toujours sa journée. La pensée que la femme de cette nuit puisse être toujours là-bas, en train de le chercher. J'ai 31 ans. Cette histoire s'est passée lorsque j'avais 13 ans. Ma mère était une mère célibataire et avait 2 jobs différents. Elle travaillait dans un supermarché en journée et dans un bar la nuit. J'étais donc souvent seule à la maison, mais ça allait parce que je m'étais habituée. Je pouvais me faire à manger, aller et revenir de l'école seule. J'étais plutôt responsable pour mon âge. Une nuit, j'étais en train de regarder la télé lorsque quelqu'un soudainement frappait à la porte. Je me demandais qui ça pouvait être, vu que mes amis ne viendraient jamais aussi tard et que ma mère utiliserait sa clé pour entrer. J'ai ouvert la porte et c'était un homme qui se tenait là avec ses mains dans ses poches. Je lui ai dit « Bonsoir » et il a répondu « Bonsoir, jeune fille. Tes parents sont à la maison. » Bêtement, j'ai répondu « Non, ma mère n'est pas là pour le moment. Vous devez repasser demain. » Il a alors dit avec un sourire surpris « Oh, tu es toute seule alors ?» J'ai répondu « Oui ». Il a répondu en disant « D'accord, jeune fille. Passe une bonne soirée et sois très sage. » Il s'est alors éloigné et j'ai fermé la porte. Il paraissait amical, mais en même temps étrange. Son apparence aussi était spéciale. Il était à moitié chauve, avait des lunettes style années 70, une moustache et des poches sous les yeux, comme s'il ne dormait jamais. 10 minutes sont passées et il y a eu d'autres coups sur la porte. Je me suis levée pour l'ouvrir, mais avant de le faire, quelque chose m'a dit de mettre la chaîne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était un pressentiment. C'était bizarre parce que nous ne l'utilisions jamais d'habitude. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que dès que j'ai ouvert la porte, elle a été poussée avec force avant d'être stoppée par la chaîne. Avant que je ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, j'ai vu le même homme derrière la porte entrouverte. Il m'a dit d'une voix contrariée « Oh, rebonsoir. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » C'était comme s'il savait qu'il avait échoué à entrer dans la maison et essayait de trouver une excuse pour justifier son comportement, en parlant vite et en faisant comme s'il ne venait pas d'essayer de forcer le passage. Je lui ai dit « Je vais bien, merci » et j'ai fermé la porte. À ce moment-là, je ne réalisais pas bien la situation, ni le danger de ce qui venait de se passer. Mais j'avais tout de même peur et je voulais que ma mère se dépêche de rentrer. 1 heure est passée et je pensais toujours à ce qui s'était passé. J'ai donc commencé à regarder un film pour essayer d'occuper mon esprit. Mais soudainement, j'ai entendu « Hé, laisse-moi entrer. Vite, je dois te dire quelque chose. » C'était la situation la plus effrayante que j'ai jamais vécue de ma vie. C'était encore une fois le même homme qui me parlait à travers la boîte aux lettres. J'ai crié « Laissez-moi tranquille !» La boîte aux lettres s'est fermée. Puis l'homme s'est mis à marteler la porte en criant « Laisse-moi entrer, espèce de petite merde !» En tournant violemment la poignée pour essayer d'entrer. J'ai reculé en pleurant, priant pour qu'il ne réussisse pas à entrer. Il a fini par laisser tomber et est parti. Ma mère est rentrée 1 demi-heure plus tard, pour me trouver en larmes dans le salon. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Nous avons appelé la police, mais ils n'ont pas pu retrouver l'homme. Quand j'y repense, je remercie le ciel d'avoir pensé à mettre la chaîne sur la porte. Qui sait ce que cet homme aurait pu faire s'il avait réussi à entrer ? Hugo a 21 ans, mais cette histoire est arrivée lorsqu'il avait dans les 9 ans. Son oncle Alain vivait chez eux. Il séjournait dans la chambre d'amis qui se trouvait au 1er étage. C'était le cousin de son père. Il était donc très proche de sa famille. Alain était une personne très matinale. Il se levait vers 4 heures du matin, buvait son café et sortait se promener autour de la maison. Il leur a aussi raconté qu'il pouvait voir et sentir les fantômes, parce qu'il avait un 3e œil. Pour vous donner un petit aperçu de l'histoire de leur maison, c'était la première à être construite dans la rue, et les enfants pouvaient sentir quelque chose bouger chez eux, surtout la nuit, mais n'y avaient jamais vraiment prêté attention. Un matin, Alain s'est réveillé à son heure habituelle. Il a quitté sa chambre qui était juste à côté des escaliers, et a vu la sœur d'Hugo, Anna, qui avait 17 ans, monter les escaliers avec une tasse de café à la main. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Anna avait les yeux baissés, cachant son visage pendant tout ce temps. Il l'a saluée avec un « Bonjour, pourquoi es-tu levée aussitôt ?» Mais Anna a juste continué à marcher, les yeux toujours baissés et l'ignorant. Alain s'est senti mal à l'aise alors qu'elle passait devant lui, mais il l'a ignorée, se disant qu'elle était peut-être de mauvaise humeur.
après avoir passé la nuit à étudier ou quelque chose comme ça. Il est descendu prendre une tasse de café aussi, lorsqu'il a vu la mère d'Anna dans le salon, repassant des vêtements. Il était confus, se demandant pourquoi diable elle repasserait des vêtements à 4 heures du matin. Il a essayé de lui parler en lui demandant la même chose qu'Anna. Pourquoi es-tu levée aussitôt? Il a remarqué qu'elle portait les mêmes vêtements que la nuit précédente, avant d'aller au lit. Il savait donc que c'était elle. Mais à sa grande surprise, elle l'a ignoré, ce qu'elle ne faisait jamais d'habitude. Alain trouvait ça très étrange. Elle restait là, les yeux baissés à repasser ses vêtements. C'est là qu'il a su que quelque chose n'allait pas. Ça lui paraissait évident maintenant. Il s'est précipité dans sa chambre à l'étage, a verrouillé la porte, éteint les lumières et s'est recouché. Il a essayé de ne plus y penser et s'est rendormi pendant quelques heures. Il était 10 heures du matin lorsqu'il a raconté à Anna et sa mère ce qui s'était passé. Elles ont dit qu'elles étaient en train de dormir et qu'elles ne se souvenaient pas s'être réveillées à 4 heures du matin. Alain était choqué par ce qu'il venait de vivre. Quelque chose avait pris l'apparence de sa famille ce matin-là. Hugo était terrifié par cette histoire. Il est devenu tellement paranoïaque qu'il avait l'impression de voir des choses étranges partout. Mais il a essayé de ne pas trop y penser. La nuit suivante, Alain s'est réveillé vers 3 heures du matin et a senti quelque chose à l'extrémité du lit. C'était une femme aux longs cheveux, accroupie sur le lit. Alain s'est figé. Il ne savait pas quoi faire. Il tremblait lorsqu'il a dit « Va-t'en », puis s'est caché sous les couvertures. Après quelques minutes, qui semblaient être des heures, il a regardé l'endroit où se trouvait la femme. Elle avait disparu. Alain a dormi avec les lumières allumées cette nuit-là. Après cette expérience, il n'a heureusement plus rien vécu de similaire. Salut, je m'appelle Alissa et j'ai 15 ans. Il y a quelques mois, quelque chose d'étrange m'est arrivé. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à la maison, en train de faire mes devoirs sur mon PC. Rester seule à la maison ne m'avait jamais dérangée jusque-là. Après environ 2 heures de solitude, j'ai décidé d'aller chercher une glace du congélateur. En revenant avec dans ma chambre, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Je n'ouvre jamais la porte et je m'assure qu'elles sont toutes verrouillées quand mes parents ne sont pas là. Je me suis dit que c'était un livreur et qu'il n'aurait qu'à laisser le colis à l'entrée et partir. Mais j'ai entendu frapper à nouveau, beaucoup plus fort. J'étais effrayée. Je me suis donc dirigée vers le bureau de mon père, car il avait une fenêtre donnant sur l'entrée. Au moment où j'ai saisi la poignée de la porte du bureau, la porte de la chambre de mes parents a claqué violemment juste à côté de moi. J'ai crié de surprise. Notre climatiseur était en panne à l'époque. C'était donc impossible que ça soit un courant d'air. J'ai regardé la porte avant de courir à l'autre bout de la maison, appelant au passage ma mère pour lui demander si elle attendait quelqu'un. Non, Alissa, elle a dit. Et ces 2 mots ont fait battre mon cœur plus fort que jamais. L'appel a été coupé. Et j'ai commencé à entendre des bruits de pas se dirigeant vers moi depuis le couloir. J'ai couru et je me suis cachée derrière une porte dans le salon. Je savais que je serais hors de vue, puisque je me cachais là quand j'étais petite. J'ai appelé ma meilleure amie Émilie, qui savait toujours me calmer dans les situations les plus folles. Elle m'a dit d'aller m'enfermer dans ma chambre. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu des portes s'ouvrir et claquer, accompagnées de bruits de pas, et la voix d'une petite fille disant « Je vais te trouver !» Encore et encore. J'ai commencé à pleurer, et quand le bruit s'est arrêté, j'ai couru vers ma chambre. Quand j'ai saisi la poignée et m'apprêtais à entrer, je l'ai entendue à nouveau. La petite fille était dans ma chambre. Elle a dit « Viens ici, Alissa, je veux jouer. Viens ici. » J'ai couru dans la salle de bain et je me suis enfermée à l'intérieur. J'ai commencé à entendre des coups contre la porte et la voix. « Tu ne veux pas jouer, Alissa? On pourrait bien s'amuser. » Effrayée, je lui ai crié « Pas du tout, laisse-moi tranquille. » Elle a commencé à rire. Les coups et les rires devenaient de plus en plus forts, jusqu'à ce cette chose, commence à s'éloigner, toujours en riant. Puis ça s'est arrêté complètement. Mon grand-père est rentré au même moment en m'appelant. J'ai couru vers lui aussi vite que possible. Plus tard, j'ai découvert qu'après que l'appel avec ma mère a été coupé, elle a envoyé grand-père à la maison. Quand je lui ai dit qu'une petite fille avait réussi à entrer dans la maison, nous sommes allés la chercher partout, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées. Le garage était fermé aussi, et rien n'avait été forcé. Je déteste être seule à la maison maintenant, et dans ma chambre. Mais je m'y fais. C'était en avril 2007, et l'anniversaire de Tim approchait.
parce que toute sa famille lui avait déjà dit quel cadeau il aurait, comme une nouvelle Wii avec ses jeux. Sa grand-mère ne lui a rien dit. Elle a toujours été une femme étrange. Elle n'était pas très bavarde, mais Tim adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubres, mais intrigantes. Elle lui a dit qu'elle lui offrirait un livre. Elle ne le lui a pas montré. Elle n'a pas non plus précisé de quoi il parlait. Le jour de l'anniversaire est arrivé, et Tim ouvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'il est arrivé à celui de sa grand-mère, il l'a ouvert et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa couverture avant. Il l'a regardé sans rien penser de particulier, parce qu'à son âge, il ne savait pas ce qu'était cette forme, ni sa signification. Mais dès qu'il l'a saisi, tout est devenu noir. Quand il s'est réveillé, toute sa famille l'entourait, et sa mère réprimandait sa grand-mère à propos de son cadeau. Elle a regardé Tim d'un regard malveillant. Cette nuit-là, alors qu'il était en train de dormir et faisait des rêves agréables, il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, mais n'a rien vu au début. Puis soudainement, son regard est tombé sur une silhouette sombre près de la porte, qui le fixait. Ce n'était pas de la paralysie de sommeil, parce qu'il était capable de bouger, mais ça ne l'a pas rassuré, parce que ça voulait dire que tout était réel. La silhouette s'est lentement approchée de lui. Quand il l'a regardé de plus près, il a vu des cheveux gris et des dents de travers. C'est là qu'il a reconnu sa grand-mère. Il a crié et a sauté hors du lit, mais elle l'a attrapée et l'a repoussée. Il a remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main, mais il n'arrivait pas à voir ce que c'était. Il s'est soudainement souvenu de ses jouets derrière lui. Il en a pris un et l'a jeté de toutes ses forces sur elle. Elle est tombée au sol et il a couru chez ses parents. Ils ont décidé d'appeler la police, qui n'a pas tardé à arriver. Une fois sur place, ils l'ont arrêtée. La chose qu'elle tenait dans sa main n'était autre qu'un couteau. Elle avait l'intention de tuer Tim. À ce jour, il continue de se demander ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à s'enfuir. C'était l'été avant la rentrée en 3e. J'étais à une fête chez mon ami, et il y avait une tonne de personnes là-bas. À un moment, mon ami, que nous allons appeler Lily, est parti nous chercher des sodas. Un homme est venu me parler. Je ne l'ai pas reconnu, mais puisque c'était la fête de mon ami, c'était logique que je ne connaisse pas tout le monde. Il m'a souri. Il avait l'air de ne pas s'être rasé depuis des jours, et ses yeux ne me regardaient jamais directement. J'ai reculé, me sentant mal à l'aise. Bonjour. Salut, j'ai répondu. Comment tu t'appelles? Il a demandé. Je me disais que lui donner mon nom n'était pas grave, puisque nous étions entourés par plein de monde dans le jardin de mon ami. Je m'appelle Carly, j'ai dit. Et toi? Rick. Il a répondu. Tu t'amuses bien avec Lily? Mon malaise s'est légèrement dissipé. Je suis un ami de ses parents. Il a continué, se rapprochant davantage de mon visage. Son regard n'était pas clair, et son haleine empestait l'alcool, même s'il était très tôt. De plus en plus mal à l'aise, je me suis éloignée, lui faisant maladroitement signe. Quand je me suis retournée, il avait disparu. J'ai raconté à Lily ce qui s'est passé, et elle l'a répété à ses parents. Ses parents ont dit qu'ils ne connaissaient aucun Rick, ce qui m'a plutôt inquiétée. Mais ils ont dit que c'était peut-être un de leurs amis qui l'avait ramené. J'ai haussé les épaules, me disant que ce n'était rien de grave. Après la fête, j'avais prévu de dormir chez Lily. Ses parents étaient partis rendre visite à sa sœur pour lui emmener des restes de la fête, puisqu'elle n'avait pas pu venir parce qu'elle se sentait mal. Nous étions donc seuls à la maison avec son grand frère. Lily et moi étions en train de jouer, lorsque son père l'a appelé. Il lui a demandé d'aller éteindre les lumières de la piscine qu'il avait oubliées. Lily a dit oui, et nous sommes sortis dans la cour. Je l'ai attendue au niveau du porche en lisant un SMS d'un ami, pendant qu'il allait éteindre les lumières. Une fois la tâche terminée, nous sommes rentrés en verrouillant la porte, et nous sommes remontés à l'étage pour finir notre jeu. À un moment, Lily m'a demandé de vérifier que les rideaux étaient bien fermés, et en le faisant, j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, pour voir que toutes les lumières de la piscine étaient de nouveau allumées. « Lily ?» j'ai demandé, avec un étrange pressentiment. « Tu as bien éteint les lumières de la piscine ?»« Oui, bien sûr !» elle a répondu en se levant. Il y avait maintenant une silhouette qui nageait dans la piscine. On n'arrivait pas à voir son visage. « C'est sûrement Cody », j'ai dit, parlant de son frère. « Viens, on va aller lui faire peur. » Nous sommes descendus dans la cour par la porte arrière, et nous nous sommes cachés derrière des buissons. Nous pouvions voir le sommet de sa tête dans l'eau. Nous étions sur le point de sauter de notre cachette pour lui faire peur, lorsque j'ai regardé vers une des fenêtres par hasard. Les rideaux étaient ouverts. Soudainement, j'ai vu Cody dans la pièce, au moment où il a allumé les lumières. J'ai attrapé le bras de Lily, et c'est là que nous avons su que la personne dans la piscine n'était pas son frère.
Nous n'avions pas emmené nos téléphones pour ne pas risquer de les mouiller. Et si nous courions vers la maison, il y avait une chance que l'inconnu nous voie avant qu'on puisse atteindre la porte. Nous avons essayé de faire signe à Cody, mais il ne nous a pas vus. Soudainement, les bruits d'eau dans la piscine se sont arrêtés. Mon cœur s'est emballé, et je pouvais entendre chaque battement paniqué. Quelque chose m'a brusquement attrapé et m'a jeté au sol. J'ai crié, et Lily a fait de même. J'ai levé les yeux, et c'était Rick. Son expression était incroyablement terrifiante. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec un sourire aussi glauque. J'ai crié, et ma bouche n'a pas tardé à se remplir d'eau alors qu'il me jetait dans la piscine. J'ai réussi à remonter, mais il a tenu ma tête sous l'eau. J'ai essayé de retenir ma respiration, et j'ai réalisé qu'il avait attrapé le bras de Lily aussi. Il était fort et clairement dérangé. Il a crié. C'est l'heure de nager. D'une manière ou d'une autre, Lily a réussi à se dégager en le frappant, et s'est enfuie en claquant la porte derrière elle. Il a continué à rire en me tenant, alors que j'échouais à respirer. Au moment où j'ai eu l'impression que j'allais mourir, des sirènes de police se sont fait entendre. Il m'a sorti de l'eau et m'a jeté par terre, me cassant le bras, puis il s'est enfui. Les policiers sont arrivés et m'ont interrogé, mais il n'a jamais été retrouvé. Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai réellement cru que j'allais mourir. Je n'oublierai pas non plus ses yeux et cet affreux sourire. Depuis ce jour-là, je suis terrifiée d'être à l'extérieur la nuit, surtout dans une piscine. Tout a commencé le mois dernier. Je rentrais seule de l'école. C'était une journée normale. Rien ne sortait de l'ordinaire. En sortant de l'école, j'ai vu un homme dans la cinquantaine. Il portait une veste noire et un vieux short de sport sale. Il avait l'air dégoûtant. Après quelques minutes, je suis enfin arrivée chez moi. J'écoutais de la musique tout le long et je n'avais pas réalisé que l'homme me suivait. Il tenait même une caméra pointée sur la fenêtre de ma chambre. J'ai paniqué, mais j'ai tout de même essayé de rester calme. En verrouillant la porte, j'ai regardé par la fenêtre. L'homme était toujours là, tenant toujours sa caméra et souriant. Je l'ai dit à ma mère et elle a appelé la police, mais ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont demandé de le décrire pour qu'un artiste dessine son visage, mais rien. J'ai essayé de ne plus y penser, jusqu'à la semaine dernière. J'étais en pleine leçon de guitare dans la maison de ma prof, lorsque quelque chose a attiré mon regard. C'était une photo d'elle avec son mari. C'est là que j'ai réalisé que mon stalker n'était autre que son mari. J'ai pris mon sac, inventé un prétexte en m'excusant, et j'ai quitté sa maison. Elle a été surprise de me voir courir. Un peu plus tard, j'ai ouvert mon sac et j'ai failli m'évanouir. Il y avait une enveloppe pleine de photos de moi. Des photos de moi en train de me changer dans ma chambre. J'ai immédiatement appelé ma mère en pleurant, et je lui ai expliqué la situation. Elle a appelé la police, et après quelques minutes, ils sont arrivés. Ma mère avait bien fait. Ils sont entrés dans la maison de ma prof, lui ont posé plusieurs questions sur son mari, et si elle avait remarqué des activités étranges. Elle est restée silencieuse. Après avoir fouillé la maison, ils ont trouvé plusieurs photos de plusieurs filles. Ils l'ont arrêté, et ont découvert qu'il avait un casier judiciaire pour viol et agression sexuelle. Il est maintenant en prison. J'ai toujours peur que quelqu'un comme lui aille plus loin encore. Cette histoire s'est passée en janvier 2019. Les parents d'Evan étaient partis à une soirée, en lui disant qu'il ne serait de retour que vers 3h du matin, parce que la fête ne commençait qu'à 20h, et qu'elle se déroulait dans le New Jersey. Ils vivaient dans le Connecticut, et c'était long de faire l'aller-retour. Ils lui ont dit de surveiller son petit frère Léo, et d'être responsable, parce qu'il avait 15 ans. Quand ils sont partis, ils ont regardé des films toute la soirée en mangeant du popcorn. Il était 23h30, et ils venaient juste de finir un film. Evan a dit à son frère d'aller se brosser les dents et d'aller au lit, mais lui est resté pour regarder un autre film. À la fin du film, il était environ 2h. Evan s'apprêtait à dormir lorsque son frère est descendu le voir. Il lui a demandé ce qu'il faisait encore debout, et Léo a répondu que le croque-mitaine était dans son placard et voulait le toucher. Evan l'a regardé, confus. Léo n'était pas le genre d'enfant à faire de mauvaises blagues. Il voulait qu'il y jette un œil. Evan a dit oui, tout en lui expliquant qu'il avait juste dû entendre un bruit de la maison. Léo a dit qu'il avait entendu un bruit venant du placard, et quand il a regardé à l'intérieur, le croque-mitaine était là et lui a dit qu'il voulait le toucher. Ils sont montés dans sa chambre, ont allumé la lumière, et sont allés vers la porte du placard. Evan l'a ouverte,
Et ce qu'il a vu l'a rendu furieux. Il y avait un homme de grande taille, aux cheveux noirs longs et gras. Il avait l'air d'avoir 40 ans et était bien bâti. Evan était hors de lui en imaginant ce pervers observer son petit frère pendant qu'il dormait. Et il a soudainement compris ce que Léo lui avait dit à propos du croque-mitaine voulant le toucher. Il lui a envoyé un coup de poing en pleine gorge et l'homme est tombé au sol. Evan petit frère pendant qu'il dormait. Et il a soudainement compris ce que Léo lui avait dit à propos du croque-mitaine voulant le toucher. Il lui a envoyé un coup de poing en pleine gorge et l'homme est tombé au sol. Evan l'a frappé plusieurs fois aussi fort qu'il le pouvait. L'homme était couvert de sang et avait du mal à respirer. Evan a saisi son frère et a couru dans la salle de bain, verrouillant la porte et appelant la police. Puis il a appelé ses parents, qui ont complètement paniqué. La police est arrivée après une dizaine de minutes, et ils ont fouillé la chambre. Mais l'homme n'était plus là. Ils ont fouillé la maison, mais il n'était nulle part. Evan leur a donné une description détaillée, et un policier est même resté avec eux jusqu'au lever du soleil. Une semaine plus tard, Evan a appris que l'homme avait été arrêté après avoir abusé d'un enfant de 11 ans et tué toute sa famille. Il s'est avéré qu'il avait abusé de plusieurs enfants. Une semaine plus tard, Evan a appris que l'homme avait été arrêté après avoir abusé d'un enfant de 11 ans et tué toute sa famille. Il s'est avéré qu'il avait abusé de plusieurs enfants et en avait assassiné plusieurs avec leurs parents. Il avait 47 ans et a été condamné à la peine capitale. Si Léo n'était pas descendu dire à son frère ce qui s'est passé, le pire aurait pu lui arriver. Il y a longtemps, Mark et son frère Phil jouaient beaucoup avec des pistolets, surtout des pistolets à eau. Une nuit, ils ont pris des lampes et ont fait semblant d'être des policiers. Il était environ 22 heures. Ils jouaient dans la cour avec l'ami de Phil, lorsqu'ils ont vu un homme très grand. Ils l'ont dévisagé, ne sachant pas qui il était ni ce qu'il faisait là. Il a soudainement dit « je peux jouer avec vous ?» « Tu plaisantes ?» a répondu Phil. L'homme a alors pris une position étrange et leur a souri d'une manière très glauque. Mark était tellement effrayé qu'il a pointé son pistolet sur lui et sa lampe a éclairé son visage. Mark n'oubliera jamais ce qu'il a vu. L'homme avait une grosse blessure sur le front et il mangeait du verre. Il le mâchait littéralement et saignait. Les enfants ne savaient pas quoi faire. Ils ont donc couru vers la maison. L'ami a sauté par-dessus la clôture et est parti chez lui. Mark et Phil sont rentrés et étaient près de la fenêtre. Ils se sont mis d'accord pour appeler leurs parents. Pendant que le téléphone sonnait, ils ont entendu un gros coup sur la vitre de la porte d'entrée. Phil a attrapé son frère et l'a tiré à l'étage. À cet instant, Mark ne pouvait pas parler à sa mère pour ne pas faire de bruit. Ils sont restés silencieux pendant une vingtaine de secondes. Puis ils ont entendu des pas du côté de Mark. Il s'apprêtait à lever la tête pour regarder, quand il a soudainement entendu un pistolet cliquer. Phil est brusquement sorti et a frappé l'homme. Puis ils ont tous les deux couru de toute leur force vers la porte d'entrée. Ils y étaient presque arrivés lorsqu'ils ont entendu un coup de feu. Ils se sont enfuis chez un des voisins et lui ont raconté ce qui s'était passé. Puis ils ont appelé leurs parents à l'escours. Quand la police est arrivée chez eux, ils ont trouvé des traces de sang allant du salon à la salle de bain. À l'intérieur, ils ont trouvé le corps de l'homme. C'était comme s'il voulait qu'ils assistent à son suicide ou les tuer avant. Les garçons étaient traumatisés par cette situation complètement folle. Et à ce jour, ils se souviennent toujours de ce qui s'est passé. Quand il avait 8 ans, Arthur vivait avec sa grand-mère. Plusieurs voisins disaient à ses parents avoir vu des choses étranges dans la maison, comme des ombres qui bougeaient devant la fenêtre quand il n'y avait personne. La première chose qui leur venait à l'esprit était que quelqu'un avait dû s'introduire chez eux par effraction, mais il ne manquait jamais rien. Bien sûr, les voisins ne pensaient pas que c'était un intrus. Ils étaient persuadés que leur maison était hantée. Ils refusaient même d'entrer chez eux pour des fêtes ou toute autre occasion spéciale. Ils leur ont dit de faire appel à un prêtre pour se débarrasser des mauvais esprits. Mais la famille d'Arthur ne les a pas pris au sérieux, parce qu'ils ne croyaient pas du tout à ce genre de choses. Arthur entendait parfois quelqu'un monter les escaliers la nuit. Escaliers qui étaient très vieux, et faisaient donc beaucoup de bruit quand on les empruntait. Mais quand il allait vérifier, il n'y avait jamais personne. Il retournait à son lit et se cachait sous les couvertures jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une nuit, quelqu'un frappait très fort à la porte d'entrée en criant. Toute la famille a eu peur car il était minuit passé, et tout le monde dormait déjà dans le quartier. C'était extrêmement rare que quelqu'un soit encore réveillé à cette heure. Le père d'Arthur a pris son fusil, en disant à sa mère et lui de rester dans sa chambre et de ne pas bouger.
Arthur avait peur pour son père, mais il a aussitôt été soulagé quand il a entendu dire le nom du voisin. Il leur a dit qu'une canalisation d'eau avait éclaté dans leur cour et que le jet d'eau avait brisé une des fenêtres. Il a été très sympathique et leur a même proposé son aide pour réparer la fuite. Le père est allé chercher des pelles. Puisque les canalisations étaient sous terre, ils devaient creuser pour voir ce qui n'allait pas et le réparer. En commençant à creuser, ils ont réalisé qu'ils auraient besoin de plus de matériel. Ils sont donc allés le chercher, en laissant Arthur seul dans la cour. Il faisait très sombre. La seule source de lumière était la lune et un lampadaire tout au bout de la rue. Arthur était énervé. Comment pouvait-il laisser un enfant de 8 ans seul dans le noir? Mais il n'a rien dit. 10 minutes sont passées, et il se demandait ce qui leur prenait autant de temps. Il devait juste récupérer du matériel après tout. Il s'apprêtait à rentrer dans la maison, lorsqu'il a vu quelque chose bouger très vite devant lui. Il s'est figé. Il voulait courir, mais il n'a pas pu. Il voulait crier, mais il n'a pas pu. Tout ce qu'il pouvait faire était la suivre du regard. Il a commencé à paniquer, regardant partout pour voir que diable était cette chose qui courait autour de lui. Mais il n'a rien vu. C'était comme s'il n'y avait rien du tout. À ce moment-là, il a regardé à sa droite et a vu quelque chose qui le hante à ce jour. Ça ressemblait à un démon. Il mesurait plus de 2 mètres et avait de longues jambes maigres avec un énorme corps. Il avait aussi des cornes recourbées et ses yeux brillaient dans le noir. Arthur ne pouvait toujours pas bouger. La chose le dévisageait, se rapprochait de lui, mais ne lui a rien fait. Elle se contentait de le fixer. Il s'est dit que ça pouvait être une chèvre ou une brebis, mais n'en avait jamais vu d'aussi grande et qui marchait sur 2 pattes. La chose a couru, et Arthur l'a regardé partir, toujours paralysé. Puis il a enfin retrouvé ses mouvements. Il a crié aussi fort qu'il le pouvait en pleurant hystériquement. Son père est arrivé en courant avec son fusil et lui a demandé ce qui se passait. Arthur lui a raconté, mais il ne l'a pas cru. Sa mère non plus. Mais son voisin, lui, l'a bien cru. Il lui a dit que la chose ne lui avait rien fait parce que c'était un enfant. Avec le temps, Arthur s'en est petit à petit remis. Il a quitté cette maison et a déménagé à New York. Ses grands-parents ont vendu la maison et il a essayé d'oublier cette expérience. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Alors qu'il avait 15 ans, il a fait un cauchemar. La chose qu'il avait vue cette nuit-là y était. Seulement cette fois, il ne pouvait voir que sa tête. La chose lui a dit 6 mots qui le hanteront jusqu'à la fin de ses jours. Et lui a dit: Tu ne peux pas te cacher. Il s'est réveillé en sursaut et est allé à l'école. En classe, vers midi, il y a eu une annonce. Un de ses camarades de classe avait été tué devant l'école par une voiture sans frein. Arthur a pâli, pensant que son cauchemar était responsable de l'accident. Il avait peur et est même rentré plus tôt chez lui. Il en a parlé à ses parents et ils l'ont emmené chez un prêtre cette fois, qui lui a dit qu'il lui donnerait quelque chose dans 3 jours. Et chaque nuit, il a refait le même cauchemar, jusqu'à ce que le prêtre lui donne une croix bénie. Il n'a plus fait ce cauchemar depuis, mais chaque nuit, il dort caché sous les couvertures, car la chose n'avait toujours pas quitté ses pensées. Ces 6 mots le hantent à ce jour, et il se demande quand est-ce qu'il pourra enfin l'oublier.